oh gosh, votre présentatrice et vos collègues ont de grandes expériences à partager. On espère que vous continuerez la conversation bien après ce matin. S'il vous plaît, dites-nous, Joël, dites-moi comment vous utilisez la compétence discutée aujourd'hui et ce que vous aimeriez discuter à l'avenir dans une autre formation, une autre session, another time. Encore une fois, un grand merci à Annick Chalifort et je vous souhaite une excellente et productive formation. So I wish a good day to everybody and a good discussion. Merci, merci, Monsieur Machin. Alors, juste avant de passer la parole à Madame Chalifou, je rappelle aux participants, et Madame Chalifou va intervenir pendant 1 heure d'horloge, et après, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Alors, je prendrai les questions par ordre prioritaire, ce qui veut dire que dès que vous avez une question, écrivez votre nom sur le chat, prénom, nom et le nom du média pour lequel vous travaillez. Voilà. Donc, Madame Chalicou, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette formation sur la collecte et vérification des informations et également les techniques de rédaction. Merci encore. Bonjour, merci de m'accueillir. Je remercie en fait le Bureau des affaires publiques de m'avoir invité. Alors, bonjour tout le monde, comment vous êtes? Ça va? Nous là. Voilà. Donc, en fait, ma relation avec Haïti, elle date de très, très longtemps. La première fois que je suis allée en Haïti, c'était au début des années 1970. J'étais étudiante à l'université. Et par la suite, bon, j'ai poursuivi ma vie autrement. Je suis allée dans le secteur humanitaire à l'international. Et c'est vraiment le séisme de 2010 qui m'a ramenée en Haïti. Je voulais absolument revenir à tout prix et j'ai eu l'opportunité comme journaliste. Donc, d'y retourner en 2012. Et depuis 2012, je n'ai pas cessé de publier à propos d'Haïti. Donc, évidemment, les événements actuels ne me permettent pas d'y aller, mais quand même, j'ai publié de façon constante entre 2012 et 2018. J'ai fait plusieurs reportages sur le terrain. Et voilà, depuis 2019, comme il y a eu la pandémie et on connaît la situation actuelle, c'est très difficile pour moi d'y retourner, évidemment, mais je continue de publier à distance. Je fais des entrevues à distance, des textes d'opinion, etc. Donc, comme M. Joël l'a indiqué, je travaille pour l'Express de Toronto, qui est un journal francophone situé à Toronto. Donc, on est un journal en situation minoritaire. J'ai commencé mon journalisme en 2008, donc ça fait quand même plusieurs années. J'ai publié amplement l'actualité franco-torontoise, mais depuis 2012, je me concentre sur Haïti. Pour terminer, je suis diplômée en droit. Comme M. Joël l'a indiqué, je suis d'origine québécoise. Je vis à Toronto depuis 1996, donc ça fait presque une trentaine d'années. J'ai beaucoup de contacts avec la diaspora à Toronto, à Montréal aussi. En fait, la diaspora haïtienne est en pleine croissance en Ontario, à Toronto, de plus en plus croissante. Donc, voilà, je m'intéresse au journalisme comme vous parce que je sens que j'ai une responsabilité sociale et c'est de là que je pense, c'est de là que débute ma conversation avec vous aujourd'hui. C'est que le journalisme, comme vous le savez, c'est l'art de traiter l'information, mais c'est aussi une responsabilité sociale, comme on l'a indiqué auparavant, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de rendre une information qui est claire, qui est exacte et qui est succincte. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de partager des conseils, d'échanger avec vous. Vous avez de l'expérience et d'en discuter ensemble comment on peut justement vivre notre responsabilité comme journaliste en Haïti comme ailleurs dans le monde. D'ailleurs, bon, j'ai fait des reportages en Haïti, j'ai fait des reportages dans les Caraïbes, plusieurs îles aussi, en France et bien sûr au Canada. Donc, j'ai préparé 2 PowerPoint. Je vais lancer le premier pour partager des informations. Les efforts sont bons, Marie. On bon
dit, mais des conditions pour les haïtiens, notamment bons soldats. Donc, étant donné que Ibrahim Traoré est un bon soldat, je suppose que dans le Mali, donc, tout va se Alors, si c'est possible, il faudrait fermer les micros pendant qu'on fait la présentation. il y a ceux qui vont regarder. Allô? Allô? Murat, fermez votre micro. Murat, micro est ouvert. D'accord. Merci. OK, c'est bon, merci. C'est mieux de garder les micros fermés pour le moment. Et dans la deuxième partie de notre rencontre, on pourra échanger ensemble, vous pourrez poser vos questions, etc. Donc, en fait, voilà, mon objectif, c'est de vous partager à partir de mon expérience ce qu'on devrait idéalement faire pour rendre un texte d'article de presse qui rejoint le professionnalisme comme journaliste. Donc, évidemment, c'est traiter l'information, c'est-à-dire s'assurer dans ce premier temps de trouver l'information, de recueillir l'information et de vérifier ces informations-là avant de les partager sous forme d'articles de presse. Il y en a parmi vous aussi qui font du journalisme radio. Alors, c'est le même objectif, c'est toujours de rendre une information, des informations qui sont claires, qui sont utiles et qui sont compréhensibles. Donc, c'est une question de crédibilité, hein. Il y a plusieurs étapes qu'on devrait idéalement suivre pour justement tenir notre rôle professionnellement, notre responsabilité sociale. Il ne faut pas négliger aucune étape. Alors, les étapes de la production d'un article de presse, parce que mon expérience est vraiment reliée à la rédaction d'articles, la publication de reportages, de nouvelles, de différents genres rédactionnels. Donc, premièrement, il faut recueillir et vérifier l'information. C'est ce que vous faites nécessairement. Après, il faut, évidemment, on recueille beaucoup d'informations. Il faut choisir. On ne peut pas tout dire. Je l'ai dit un peu plus tôt. Il y a 3 règles importantes. Faire court, faire bref, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Faire utile, c'est-à-dire faire pertinent, d'intérêt pour le lectorat, le public qui nous lit, qui nous écoute. Et dans une 3e règle, c'est de faire lisible, de faire compréhensible, c'est-à-dire de choisir, ou je devrais dire d'utiliser un langage courant, un langage qui est connu par votre public, n'est-ce pas? On ne recherche pas un langage nécessairement très sophistiqué. Évidemment, ça dépend du média pour lequel vous travaillez. Si vous rédigez un article dans une revue scientifique, nécessairement, il y aura une terminologie appropriée, plus sophistiquée. Mais dans les journaux, dans les médias de tous les jours, dans les quotidiens, par exemple, on doit s'assurer d'utiliser un langage qui est compris par notre auditoire. Après, bon, une fois qu'on a recueilli, vérifié l'information, qu'on a choisi, qu'on a priorisé aussi, parce qu'on ne peut pas tout dire, il faut structurer notre rédaction. Et là, je viens de vous mentionner les 3 règles qui orientent notre façon de travailler. Faire court, faire l'essentiel. En termes de rédaction, ça veut dire qu'il faudrait idéalement éviter les blocs de texte quand on fait un article de presse. Parce que notre objectif, c'est de s'assurer que les gens vont nous lire, n'est-ce pas? Et qu'ils vont retenir, qu'ils vont capter les informations principales qu'on veut leur transmettre. Donc, éviter des blocs de texte, c'est-à-dire dans un article de presse, idéalement découper, structurer votre article, faire des paragraphes courts, des phrases courtes. On sait que les gens vont davantage retenir ce qu'on leur dit par l'écriture si les textes sont brefs, paragraphes courts, phrases courtes. Faire utile, faire pertinent. Très important, évidemment, vous travaillez chacun ici, chacune pour un média spécifique, donc normalement, vous connaissez ce média, vous connaissez sa façon de travailler, vous connaissez ses affinités, ses intérêts, vous connaissez aussi votre public, parce que c'est vraiment extrêmement important de rejoindre votre public et de rejoindre ses intérêts. Qu'est-ce qui est important pour lui? Parce qu'en fait, comme journaliste, cette responsabilité sociale, elle est aussi liée au fait que les informations qu'on transmet au public peut permettre au public de mieux comprendre l'actualité et peut aussi permettre au public de mieux discerner les informations et de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Alors, c'est quand même un rôle extrêmement important de transmettre ces informations de manière à rejoindre les intérêts des gens et leur permettre de prendre des bonnes décisions comme citoyens. Langage courant, je viens de le dire,
faire lisible. Bon, je suppose que plusieurs d'entre vous peut-être publient en créole haïtien. Alors voilà, vous utilisez votre langage, votre première langue, ou bien vous publiez en français. Si vous publiez dans une autre langue, il faut s'assurer d'avoir une bonne connaissance de cette langue. Évidemment, quand on est journaliste, c'est un atout de connaître plusieurs langues. Vous êtes déjà polyglotte, vous parlez le créole haïtien, vous parlez le français, peut-être que vous parlez l'anglais, peut-être que c'est habla espagnol, aquí también. Donc, là, ouais, c'est un atout. Alors, la collecte et la vérification d'informations. Il faut d'abord s'adapter aux exigences du média visé. Je viens de le dire, vous devez très bien connaître les différents types de médias et pour lequel de ces médias vous allez rédiger, faire un reportage. Identifier les sujets pertinents en fonction de votre public. Ce n'est pas nécessairement vous qui choisissez le sujet, c'est l'actualité qui vous dirige et c'est l'intérêt de votre public qui vous dirige. De repérer des informations qui sont fiables, évidemment, qui sont reliées au sujet que vous allez traiter. Après, il faut vérifier la validité des informations, c'est-à-dire vérifier les sources, n'est-ce pas? Alors, comment on recueille les informations? On peut le faire de différentes façons. Vous le savez déjà, vous êtes journaliste. On se renseigne, on se prépare, on prépare des questions d'avance si la cueillette d'informations se fait par des entrevues, par exemple. Petites erreurs, grands échecs. Alors ici, je disais un peu plus tôt qu'il est extrêmement important de partager ou de diffuser, je devrais dire, des informations qui sont exactes. Si les informations sont inexactes, ça aura un impact sur le média, sur la réputation du média pour lequel vous travaillez, et ça aura un impact sur vous comme journaliste, sur votre professionnalisme. Donc, il faut correctement noter. Quand je parle correctement noter, je parle des acteurs d'événements. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune faute. Quand je parle des acteurs de l'événement, je parle des personnes que vous allez citer dans votre article. Il faut citer le nom au complet et il faut qu'il n'y ait aucune erreur dans l'orthographe des noms. Aucune erreur. La façon dont le nom s'écrit, les fonctions des personnes qui sont visées, leur titre précis, tout ça est extrêmement important et rend votre texte légitime et crédible. Les noms des organismes auxquels ces personnes se rattachent, s'il y a lieu, la nature, la mission de ces organismes, très, très important aussi, les lieux, les dates. Ces informations-là sont des informations clés. Elles doivent être très exactes et très précises à l'intérieur de votre texte. Alors, ça veut dire qu'il y a 3 exigences. L'exactitude, exactitude, notre sens du jugement et notre niveau de connaissance. On doit être obsédé, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais non, pas vraiment. On doit être obsédé de l'information exacte, précise qu'on veut transmettre. Par exemple, vous devez vous relire, absolument, bien sûr, vous le faites, j'imagine. Vous devez relire vos textes. Idéalement, il y aura quelqu'un d'autre qui va relire vos textes, dépendant de comment vous faites la mise en page pour le média pour lequel vous travaillez. Personnellement, moi, je fais moi-même les mises en page pour l'Express. Une fois que la mise en page est terminée, donc ça inclut toute la structure du texte, évidemment, le texte comme tel, la structure dont j'ai parlé, insérer le titre, le sous-titre, les intertitres, les visuels, etc. Une fois que la mise en page est complétée, normalement, dans le média pour lequel vous travaillez, il y aura quelqu'un qui va relire. Dans certains cas, il y a une personne qui est désignée pour relire les textes. Et comme chez moi, à l'Express, c'est le rédacteur en chef qui relit tous les textes avant la publication. Il faut aussi utiliser notre jugement personnel. Donc, le jugement personnel, c'est lié à notre expérience de vie, la connaissance du milieu qu'on couvre. Alors, si on est dans le doute par rapport à une information, il faut vraiment se servir de sa tête, de son jugement, justement. Il faut effectuer les vérifications et les corrections qui s'imposent. Si on n'est pas certain d'une information qu'on veut transmettre, il est préférable de l'éviter, au risque de partager une information qui est inexacte, qui est fausse et qui pourrait orienter le public vers une mauvaise direction. Je l'ai dit un peu plus tôt au début, le journaliste, c'est un artiste dans le sens qu'on traite l'information, on structure un texte. Pour moi, quand je commence à écrire un texte, je me sens un peu comme un artiste dans le sens que
je sens que je dois sculpter mon œuvre, je dois sculpter mon texte. C'est de la structure du texte qui doit être sculptée par vous, par le journaliste, en fonction des informations que vous allez recueillir. C'est extrêmement aussi très, très important de comprendre qu'on a une responsabilité sociale, dans le sens que dans un pays démocratique, le droit à l'information, c'est protégé par la loi. Les gens ont le droit d'avoir accès à l'information et les journalistes ont le droit d'exercer leur métier comme journaliste et ont la responsabilité de rendre une information juste et exacte. Alors, c'est lié à notre sens de l'éthique. L'éthique professionnelle d'un journaliste, par rapport en tout cas à ma propre expérience, c'est directement relié à cette obsession de l'exactitude, de rendre l'information absolument juste et exacte. Alors, ça veut dire qu'on doit, évidemment, je le répète, accumuler des informations qui sont précises, qui sont vérifiées. Une fois qu'on a recueilli des informations, il faut évidemment s'assurer que les gens vont comprendre les informations qu'on leur transmet. Il faut faciliter la compréhension. De là, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, éviter les blocs de texte. Une personne qui va avoir un article devant elle dans un journal qui n'est pas découpé, qui n'est pas structuré et qui comprend 2000, 3000, 5000 mots, est-ce qu'on est certain que les gens vont lire notre texte? Est-ce qu'ils vont retenir ce qu'on veut leur dire? Est-ce qu'ils vont retenir l'essentiel? Est-ce qu'ils vont être intéressés à lire notre texte de 3000, 5000 mots? Bon. Dépendant du magazine, de la revue, etc., de façon générale, selon ma propre expérience, en travaillant avec différents médias, différents journaux, les textes sont en général succincts et on parle de entre 700 et 900 mots. C'est 700, 900 mots pour quelqu'un qui rédige, c'est peu, c'est rapide, hein? Ça va très, très vite, 500 mots. Donc, 700, 900 mots, ça veut dire qu'on doit vraiment, vraiment capter l'essentiel et transmettre l'essentiel. Comme vous le savez, les gens vont... Parce que votre objectif, c'est de lire, c'est pas de lire, pardon, vous assurer que les gens vont vous lire, qui vont être intéressés au matériel que vous leur présentez. Donc, qu'est-ce qui va les attirer? Ce qui va les attirer, c'est un sujet qui touche leur vie, qui a un impact sur leur vie. Et en plus, sur le plan du texte, il faut que ça soit facile à lire, que ça soit fluide. Alors, un texte bien structuré, bref, découpé, paragraphe court, phrase courte, on a plus de chances de retenir l'attention des gens dans la lecture du texte. Évidemment, le titre est extrêmement important. Les visuels aussi, vous savez que les images peuvent parler autant que le texte. Donc, comme journaliste, personnellement, moi, je fais moi-même les photographies, les photos. Je pars avec ma caméra et je fais les photos sur place quand je couvre, quand je suis sur le terrain ou quand je couvre un événement. Dépendant du média pour lequel vous travaillez, peut-être que vous avez l'opportunité d'être accompagné par une équipe qui pourra vous aider avec le visuel, mais c'est à ne pas négliger. C'est extrêmement important d'accompagner votre texte. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise l'information? Une fois qu'on l'a recueillie, il faut prendre une petite pause, puis se demander si on comprend bien, si on sait bien de quoi on parle. Il faut faire un ménage dans nos informations. Il y a de l'ordre à faire pour dresser un tableau, comme je le dis ici, significatif de ce qu'on veut transmettre. Et de là, il faut vraiment, vraiment porter attention et choisir, prioriser ce qu'on veut dire, tout en évitant de donner des bribes d'informations. Parce que donner des bribes d'informations, ce n'est pas informatif. Alors, il faut que l'information soit claire, précise, succincte. Je le répète. Alors, comment on maîtrise l'information? Bon, dans les étapes, comme journaliste, on recueille l'information, on se retrouve avec beaucoup d'informations. Maintenant, il faut maîtriser cette information-là. Il faut la clarifier pour nous-mêmes, revenir sur l'ensemble des infos qu'on a recueillies, qu'on a reçues, se demander si toutes les données sont claires, s'il y a peut-être des éléments qui sont ambigus ou qui vous semblent ambigus, pardon, peut-être certaines choses vous semblent incertaines ou incompréhensibles. Excusez-moi, il faut absolument préciser, maîtriser l'information que vous voulez transmettre. Ici, je donne des exemples quand je parle de maîtrise de l'information. Par exemple, est-ce qu'on a bien saisi le sens d'une déclaration d'un dirigeant d'une entreprise? Est-ce qu'on est certain d'avoir bien assimilé les explications
indispensable pour se retrouver soi-même dans le déroulement d'un événement. Est-ce qu'on a, par exemple, bien compris toutes les étapes du programme d'un concert ou d'une activité, d'un festival artistique? Est-ce qu'on a bien saisi les questions posées au CA? Bon, CA, ça fait référence au conseil d'administration, lors, par exemple, d'une assemblée générale des membres d'un organisme. Des exemples que je vous donne pour vous faire comprendre à quel point c'est très, très important de bien comprendre nous-mêmes l'information avant de la partager. Alors, voilà, une fois qu'on a bien compris les informations, qu'on a dégagé ce qui est important, il faut clarifier, il faut choisir, il faut prioriser. Et ça veut dire qu'il y a une abondance d'informations. On doit procéder au choix des informations en les priorisant. Ça, c'est vraiment un moment clé dans la production d'un texte, d'un article de presse qui sera facile à comprendre. Alors, comment on choisit les infos? Il faut reconnaître les données qui sont solides, qui sont évidentes, qui sont sûres, et les informations qui sont à manier avec prudence. Certaines informations à manier avec prudence. Il faut vraiment vérifier nos sources. Il faut se rafraîchir, rafraîchir sa mémoire, l'enchaînement des faits, des événements. C'est vraiment beaucoup de boulot, hein, faire un article de presse. Les gens ne se rendent pas compte, le public, jusqu'à quel point c'est quand même très exigeant pour le journaliste de rendre un article professionnellement rédigé. Donc, il faut, par exemple, repérer les liens entre divers éléments d'information. Peut-être les informations qui se ressemblent, donc il faut dégager les similitudes. Il y a peut-être des informations qui se répètent dans l'abondance des informations qu'on a recueillies. Il y a peut-être des contradictions. Il faut dégager ces éléments. Et surtout, il faut arriver à une simplicité. Je ne veux pas dire qu'il faut être simpliste, mais il faut rendre le texte facile à lire. Il faut simplifier. Une fois les informations choisies, on doit chercher à les simplifier. Il faut se mettre à la place du lectorat et s'assurer qu'ils vont bien comprendre ce qu'on leur transmet. Alors, pour le faire, on peut déjà se donner à soi-même une version, si vous voulez, réduite ou simplifiée de l'information. Comment est-ce qu'on injecte de la clarté? Une fois les informations choisies, excusez-moi, et simplifiées, le journaliste doit s'assurer d'injecter de la clarté. Alors, voilà. Il faut distinguer les acteurs. Est-ce qu'on doit parler de tous les acteurs ou est-ce qu'on doit cibler certains acteurs spécifiques qui vont relever l'importance des éléments d'information qu'on veut transmettre, les rôles de ces personnes, les secteurs d'activité, les lieux, les dates. Il faut aussi, très important, identifier les faits centraux. Il faut vraiment laisser de côté le superflu et se concentrer sur une information qui va permettre au lecteur de comprendre très clairement ce qu'on veut lui transmettre. Ça paraît peut-être facile à faire comme ça quand on lit sur la diapo, mais ça exige vraiment une obsession pour l'exactitude, comme j'ai indiqué à plusieurs reprises. Ordonner les infos. Bon, on s'est clarifié les infos, on a priorisé ce qu'on peut dire, donc il faut ordonner maintenant les informations. Dans quel ordre on va présenter ces informations-là dans notre article? Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, on fait une première lecture, on fait une deuxième lecture pour souligner les points qui sont plus importants. On peut aussi faire une troisième lecture pour identifier les gens, les choses importantes reliées aux éléments d'information qu'on veut souligner. À éviter à 100%, c'est le copier-coller. Comme rédacteur, comme journaliste-rédacteur, on doit faire nos propres textes. On peut s'inspirer de textes, on peut s'inspirer des informations qu'on va recueillir, mais on ne peut pas faire du copier-coller. Donc, ça veut dire qu'on doit très bien comprendre parfaitement l'information qu'on a recueillie. Maintenant, on passe à la structure, à la rédaction. Il y en a parmi vous qui ont peut-être de l'expérience dans la rédaction d'articles qui sont des nouvelles, parce que la rédaction de la nouvelle, ce n'est pas la même approche que la rédaction d'un reportage, par exemple.
c'est pas non plus la même rédaction qu'un texte d'entrevue ou un portrait ou une brève ou un article de chronique. Donc, il faut choisir la bonne structure, le bon genre rédactionnel pour l'article qu'on rédige. Alors, s'il s'agit d'une nouvelle, on aura peut-être l'opportunité d'en parler dans une rencontre plus tard. Il s'agit de bien maîtriser la technique de la pyramide inversée. Hein. Pour la nouvelle, très, très rapidement, c'est de présenter les informations dans un ordre structuré, c'est-à-dire du plus important au moins important. Et toujours, toujours, toujours maîtriser les 3 règles de la rédaction de communication publique. L'essentiel, le pertinent et une langue simple. Maintenant, je voulais terminer là-dessus en vous parlant un peu de l'émergence, oui, il faut en parler, de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas dans quelle mesure vos médias prêtent attention à l'émergence de l'intelligence artificielle, qui, pour certains spécialistes des techniques d'information, s'y intéressent de plus en plus comme outil de production, de diffusion d'informations. Alors, ça fait partie de notre réalité maintenant, de la réalité de la transmission de l'information. L'intelligence artificielle en fait partie. Donc, je ne sais pas non plus dans quelle mesure vos médias ont commencé à y réfléchir, comment vous devriez utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre du travail que vous faites pour le média pour lequel vous travaillez. Alors, on est en situation d'émergence, donc les gens sont encore à la recherche. Dans quelle mesure on peut utiliser l'intelligence artificielle pour la production pour la rédaction d'un article de presse? Personnellement, je vous donne mon avis personnel. Je ne suis pas très en faveur, on va dire, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rédaction d'un article qui fait référence à un reportage. Peut-être parce que je suis une journaliste qui fait du journalisme depuis de nombreuses années, je privilégie la rédaction d'un article qui provient de ce que j'ai vu sur le terrain, de ce que j'ai entendu sur le terrain, de ce que les gens m'ont dit, de ce que j'ai vu. C'est très important pour moi d'avoir un contact avec la réalité pour pouvoir produire un article de presse. Ceci dit, je voulais quand même vous en parler un peu pour vous souligner que c'est quand même très important et qu'idéalement, les médias vont devoir, si ce n'est pas déjà fait, vont devoir développer leurs propres bonnes pratiques en matière d'intelligence artificielle. Alors, posez-vous la question, peut-être vous voulez aussi soulever la question auprès du média pour qui vous travaillez. Quelles sont les règles, quelles sont les bonnes pratiques en matière d'utiliser l'intelligence artificielle dans la production de vos reportages, de vos nouvelles, de vos articles de presse. Alors, j'ai indiqué ici 3 sites web, il y en a de nombreux, que vous pourrez consulter et réfléchir à ce sujet. Je vous avoue franchement que présentement, moi, quand je fais un article, que je produis un article de presse, je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Je vais directement chercher mes informations, je vais aux sources, je vais sur le terrain, j'interroge les gens, je prends des photos, etc. Et évidemment, je fais des recherches. Il faut aussi faire de la lecture. On peut lire d'autres articles de presse. On n'est pas unique dans nos genres. Je veux dire, les mêmes sujets sont traités par une variété de différents médias. Donc, évidemment, dans vos recherches d'informations, vous pouvez évidemment vous documenter en faisant une lecture de différents articles, de différentes entrevues qui ont déjà été produits. Mais je pense sincèrement que ce qui distingue un journaliste, c'est sa crédibilité, c'est son éthique professionnelle, c'est son sens de la responsabilité sociale. Pour moi, c'est ça qui m'interpelle chez un ou une journaliste. Et ça, je vais le voir à partir de comment la rédaction de l'article est produite. On voit que le journaliste maîtrise l'information qu'il est en train de partager. Et on peut aussi, comme lecteur, on est en mesure de vérifier les informations par rapport à ce qui a été dit par le journaliste. D'abord parce que c'est reproduit par de nombreux autres médias et qu'on peut aussi, comme lecteur, faire nos propres recherches
et trouver l'information. Alors, je pense que je m'arrête ici dans un premier jet et je voulais vous partager un deuxième PowerPoint avant d'aller vers vos questions qui porte sur la production de reportages. En fait, je voulais vous donner un exemple de ce dont on vient de parler. Est-ce que tout le monde voit bien sur l'écran? C'est bon? Donc, comment on fait? C'est bon. Affirmatif. Merci. Donc, la rédaction d'un reportage terrain. Moi, c'est ce que je préfère, faire un reportage terrain vraiment parce que on est en contact avec la réalité, puis ça nous donne une opportunité, comment je pourrais dire, entre guillemets, de donner à voir au public, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller en Haïti. C'est pas tout le monde qui peut aller à Cap-Haïtien, en Artibonite, à Jacmel, au Caille, dans le Grand Sud. Alors, voilà, donc j'ai vraiment fait, j'ai vraiment une opportunité. Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Oui, j'ai bien fait. OK. Ce que j'étais en train de dire, merci, c'est que, bon, chaque journaliste a sa propre personnalité, n'est-ce pas? Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir l'opportunité de donner à voir au public. Parce que, comme journaliste, on est privilégié. On a accès à des informations de façon privilégiée que l'ensemble de la population ne peut pas y avoir accès. Alors, nous, on va sur le terrain, on rencontre les gens, on fait des entrevues. C'est exceptionnel. Donc, on a la responsabilité de rendre cette information. Et moi, c'est ça qui m'anime, qui me passionne, c'est de pouvoir partager avec le public, de pouvoir faire connaître au public, de aussi, par le journalisme, ça j'y crois vraiment, je pense qu'on a un rôle dans le développement, comment je pourrais dire, de l'aptitude ou de la compétence à la pensée critique chez le public. Ce que je veux dire par pensée critique, par sens critique, c'est que j'espère toujours humblement qu'une fois que la personne a lu mon article, qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre dans sa tête et qu'elle commence à développer d'autres opinions, d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. Et ça, pour moi, c'est prioritaire. Parce qu'on transmet de l'information, mais on espère que ça va aller au-delà de transmettre des informations, que les gens vont pouvoir développer leurs connaissances, développer leur pouvoir de prendre des décisions par rapport à leur vie. C'est extrêmement important pour moi et je ne l'ai pas mentionné au début, mais j'ai eu l'opportunité d'aller un peu partout en Haïti. Pas partout, partout, mais quand même. Je suis allée à Cap-Haïtien, je suis allée à Grande-Rivière-du-Nord, à Dondon, à Sainte-Suzanne, en Artibonite, sur la côte des Arcadins, à Port-au-Prince, à Jacmel, dans le sud-est et vers les Cayes. Donc, et j'ai fait des reportages un peu partout, parmi tous ces endroits. Et c'est ça qui m'animait, c'est ce qui m'animait puis ce qui m'anime encore comme journaliste par rapport à Haïti, c'est justement, quand je parlais de pensée critique, c'est de permettre aux gens de voir les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire, oui, la situation est difficile en Haïti, plus que difficile, mais il y a l'autre côté de la médaille. Il y a aussi tout ce qui est positif et tout ce qui permet à Haïti d'être un pays extraordinaire, dans le sens que moi, j'ai été témoin, j'ai pu voir, si vous voulez, j'ai pu constater la force culturelle d'Haïti à travers son patrimoine. Et je suis complètement persuadée que le patrimoine d'Haïti est garant de sa pérennité sociale, de sa pérennité économique. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre à ceux qui me lisent ici, au Canada, en Ontario. J'ai aussi publié au Québec. J'ai oublié de le mentionner, mais je publie aussi dans le National, le quotidien de Port-au-Prince, et aussi, vous connaissez sûrement Haïti en marche. Donc ça, c'est vraiment une très, très grande joie, une très grande satisfaction professionnelle pour moi que d'être capable de partager autant avec
les gens de mon pays que les gens de votre pays. Donc, c'est de faire connaître, c'est d'ouvrir les esprits, de considérer les choses autrement, de voir les deux côtés de la médaille. Donc, ça se fait par, entre autres, la production de reportages. Là, je parle de reportage terrain. Ça veut dire l'opportunité de pouvoir vraiment aller se rendre sur les lieux de ce qu'on veut couvrir. Alors, le reportage, bon, comme définition, c'est un ensemble d'informations. Hein, c'est des informations qui sont rédigées, qui sont potentiellement aussi enregistrées, qui sont photographiées, qui sont filmées, qui sont recueillies par le journaliste sur le terrain ou sur le lieu d'événement. Évidemment, ça suppose une période initiale d'enquête. Idéalement, avant de partir couvrir un événement, il faudrait se renseigner par de la recherche, faire une certaine recherche documentaire à propos de ce qu'on va couvrir, des rencontres, on peut faire des entretiens avant d'aller sur le terrain ou même sur le terrain, des entrevues, et évidemment aussi la lecture d'articles de presse, entre autres. Alors, la phase d'enquête, en fait, pour la production d'un reportage, c'est l'équivalent de s'assurer d'avoir des informations qui sont crédibles. Ça nous permet d'entreprendre un travail d'écriture qui va être efficace. Ça va nous permettre aussi, ça va permettre de garantir aussi la qualité du fond de l'article, hein, parce qu'on s'assure de diffuser une information qui est véridique, qui est basée sur des faits réels. Alors, on se prépare pour le reportage. On recherche des sujets, des angles originaux. On vérifie les informations avant d'aller sur le terrain. Bon, mais là, vous allez me dire comment vous avez fait, vous, pour aller faire un reportage, par exemple, à Dondon, la commune de Dondon, dans le nord d'Haïti. Je ne suis pas connue en Haïti, moi. Je ne fais pas partie, connue un petit peu, oui, un peu plus, mais avant de partir en Haïti, je ne peux pas partir comme ça en Haïti, aller faire un reportage. Alors, c'est très important d'avoir un partenariat, avoir des partenaires locaux avec lesquels on va pouvoir collaborer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai développé un réseau de contacts en Haïti. Ces gens-là m'ont accompagné et quand je suis arrivée à Port-au-Prince, j'ai poursuivi mes reportages en compagnie d'un réseau de contacts qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont appuyé pour que justement je puisse faire ces reportages. Notamment, entre autres, parce que je vous ai parlé un peu plus tôt que je m'intéresse au patrimoine culturel d'Haïti, mais c'est très vaste le patrimoine d'Haïti, comme patrimoine de tout pays. Je veux dire, on parle du patrimoine artistique, littéraire, gastronomique, culturel, environnemental, spirituel. C'est immense. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pu établir un partenariat de collaboration avec une entité qui s'appelle le RENAPROS, le Réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, et j'ai pu accomplir plusieurs de mes reportages avec leur soutien en Haïti. Aussi en 2012, 2013, 2014, en 2015, 2016, j'ai eu aussi l'opportunité de faire des reportages en compagnie du ministère du Tourisme d'Haïti. Donc voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important d'avoir des relations, des partenaires fiables sur le terrain qui vont nous soutenir dans la production du reportage. Donc, rechercher des sujets, des angles originaux, vérifier les informations avant d'aller sur le terrain, c'est-à-dire vérifier les informations. Où est-ce que je vais? Où exactement est-ce que je vais aller? Quelles sont les circonstances dans ce lieu, dans cet événement-là? Quand on pense à Haïti présentement, puis je vais y revenir un peu plus tard là, ce matin, toute la question de la sécurité est cruciale pour les journalistes haïtiens présentement. Elle est toujours cruciale, la dimension de la sécurité, pour tous les journalistes partout dans le monde. Mais là, je parle de votre contexte à vous, où la sécurité peut avoir un impact sur votre possibilité de couvrir plus justement, si vous voulez, un événement qui se déroule sur le terrain. Et je vais y revenir. Alors, mettre ses sens en action, s'entraîner à l'observation, parce qu'on apprend beaucoup par l'observation. On apprend aussi en posant des questions, en faisant des entrevues, en prenant des photos,
en circulant dans l'endroit où on se trouve, évidemment. Mais l'observation est clé. On apprend énormément par l'observation et c'est une compétence qu'on doit idéalement développer ou acquérir ou renforcer comme journaliste. Être à l'écoute, bien sûr, observer l'environnement, s'imprégner de l'environnement. Intégrer les principes de l'entrevue au reportage, hein, poser des questions. D'abord et avant tout, évidemment, il faut avoir le sens de l'écoute. Idéalement, si on va couvrir un événement, idéalement, on devrait être capable de cerner les personnes avec qui on pourra faire une entrevue sur le terrain ou peut-être prévoir des entrevues à la suite d'être allé sur le terrain pour être bien sûr de bien préparer nos entrevues. C'est sûr que là, je parle d'un reportage. Donc, dans le cadre d'un reportage, idéalement, il faut faire des entrevues. Ça peut se passer sur le terrain, mais il faut préparer à l'avance. Si c'est dans la mesure du possible, il faut préparer vraiment à l'avance. Sinon, on peut faire par la suite, on peut prendre rendez-vous avec le ou là où les personnes. Maintenant, dans le cadre d'une nouvelle, c'est un petit peu différent. Dans le sens que quand on couvre une nouvelle, à brûle pour point, on peut peut-être demander à quelqu'un sur le terrain, voulez-vous commenter sur ce qui se passe? C'est possible de le faire, mais ça, ce n'est pas vraiment une entrevue. C'est dans le cadre d'une nouvelle, d'informer les gens sur quelque chose qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas. Et puis, il faut s'assurer aussi que la personne à qui on pose la question accepte de vouloir dialoguer avec vous. Je reviens dans le cadre du reportage. Idéalement, on repère des personnes avec qui on aura une ou des personnes avec qui on aura des entrevues. La conception du reportage. Bon, là, je parle de reportage terrain, évidemment. Alors, on doit voir les lieux, on doit être sur place, on doit prendre des images, soit c'est vous le photographe, ou soit vous avez un photographe qui vous accompagne. Il faut rencontrer les gens, puis il faut vraiment s'imprégner de l'atmosphère, s'imprégner de l'environnement auprès duquel on intervient. Alors, on recueille différentes informations, on prend des notes. Évidemment, vous pouvez prendre des notes parce qu'on ne pourra pas se souvenir de tout. Alors, une des techniques que moi, m'a beaucoup aidé, c'est justement la prise de photos parce que les images parlent énormément. Alors, quand je fais un reportage, je prends énormément de photos sans nécessairement toutes les utiliser lors de la rédaction de mon reportage, mais les photos sont pour moi des sources d'information. Elles me rappellent les événements, elles me rappellent les personnes, elles me facilitent la prise des notes pour par la suite rédiger l'article. Alors, il faut bien définir son sujet. Il faut bien définir son sujet, avoir une première idée de l'article qu'on veut produire, parce qu'évidemment, il faut s'orienter sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois que j'étais en Haïti, c'était en novembre 2018. Octobre-novembre 2018, je suis allée à Jacmel à ce moment-là parce qu'il y avait, vous en avez probablement sûrement entendu parler, il y avait le premier salon du livre, le premier salon international du livre à Jacmel. Donc, j'étais déjà allée à Jacmel à quelques reprises, mais là, j'y allais pour couvrir cet événement. Donc, sachant que j'allais couvrir cet événement, évidemment, je me suis renseignée sur qui étaient les organisateurs de l'événement, qui sont les principaux, enfin, je vais dire les acteurs littéraires ou les écrivains qui faisaient partie de l'événement, etc. Donc, et Jacmel, comme vous savez, a quand même un caractère patrimonial, historique extrêmement intéressant. Alors, il faut se préparer à l'avance. Sur place, on s'imprègne, mais il faut se préparer à l'avance. Idéalement, préparer une liste de questions. Je reviens à l'exemple que je viens de vous donner, le Salon du livre à Jacmel, sachant qu'il y avait tel écrivain qui allait se trouver sur place, comme par exemple, il y avait Gary Victor, entre autres. Donc, ça permet de faire des recherches sur l'écrivain et déjà de cerner les questions qu'on voudra lui demander. La structure du reportage. Bon, voilà. Alors, on est allé sur place, on a recueilli beaucoup d'informations. Maintenant, on est rendu à l'étape de rédiger un article qui sera publié dans un média. Alors, présenter le sujet, on commence toujours par l'introduction. Qui, où, quand, les questions clés.
On résume l'essentiel de l'information au début. On développe, donc, on présente les faits importants, on les énumère avec précision, pourquoi ces événements se sont déroulés, comment ils se sont déroulés. On présente les faits, les témoins, et on peut utiliser différents procédés. Je viens d'en parler, entrevues visuelles, etc. Et on conclut en résumant les faits. Les aspects importants, on peut inclure certaines réflexions du journaliste qui pourraient référer, par exemple, aux enjeux que vous avez pu repérer comme journaliste, à des solutions possibles qui peuvent être envisagées, des conséquences. Et tout ça, il faut le faire de façon succincte. Toujours tenir compte du média pour lequel vous travaillez. Vous savez que je travaille pour l'Express. Chez nous, en général, nos textes, selon nos règles de bonne pratique, se situent entre 700-900 mots. C'est bref, c'est rapide, 700-900 mots. Pour un reportage, on peut se permettre plus long, c'est-à-dire peut-être 1000, 1200, 1500 mots environ. Mais encore une fois, le texte doit idéalement suivre la structure que je viens de vous mentionner et inclure des citations de gens que vous avez rencontrés, bien sûr, et inclure des visuels, des images. Parce que c'est ça qui rend crédible, évidemment, votre reportage. Alors, je suis sur le point de conclure. Il faut montrer divers aspects d'une réalité. Il faut s'assurer de l'exactitude, de la précision des renseignements. Il faut utiliser divers procédés explicatifs, des faits, des statistiques, des témoignages. Tout ça fait partie de votre travail comme reporter dans la production de reportage à partir de ce que vous avez vu, de ce que vous avez recueilli sur le terrain. C'est quand même un défi parce que, évidemment, le temps est important. Le temps est important dans la vie d'un journaliste, dans le sens que si vous couvrez un événement qui a lieu le samedi, est-ce que vous devez publier le lendemain? Peut-être pas, mais vous ne pouvez pas publier non plus dans un mois. Donc, il faut que le travail, tout ce que je viens de vous dire, de vous expliquer, doit se faire relativement rapidement. Hein? Structurer votre texte, inclure les informations essentielles, vérifier les informations, inclure les visuels, inclure les citations. C'est un travail quand même intense qui doit se faire relativement rapidement, tout en tenant compte des pratiques du média pour lequel vous travaillez, c'est-à-dire la technique de mise en page, le nombre de mots, les visuels, etc. Tout ça pour vous partager mon opinion sur les qualités requises pour devenir journaliste, pour être un bon journaliste. D'abord, je devrais dire en premier lieu, il faut être passionné du domaine d'activité, passionné de vouloir faire connaître, de développer la pensée critique chez les autres, comme je l'ai dit, de renseigner le public, de faciliter la vie des gens de rendre la vie des gens plus facile parce qu'en lisant nos informations, idéalement, on leur permet de développer leur opinion et aussi de faire des choix importants qui auront un impact sur leur vie. Le sens critique, c'est ce dont je viens de parler. Donc, il faut être curieux de nature, il faut être très créatif. Et ça, en fait, la créativité, en fait, il faut bien se connaître. Hein? Il faut bien se connaître comme individu, comme journaliste. Donc, normalement, vous devriez faire un autoportrait. Qui suis-je là? Qui suis-je? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Je vais vous dire, dans mon cas, un point fort que je crois détenir, c'est que je suis très créative, dans le sens que je suis idéalement bien quand je suis dans une situation où je suis en train de créer, de développer quelque chose, d'aller dans des sentiers non battus d'avance. Alors, ça, c'est un trait intéressant, je pense, pour un journaliste. Mais l'autre côté de la médaille, en ce qui me concerne, je recherche toujours une situation où je suis dans un mode créatif. L'autre côté de la médaille, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec la routine. Et les activités routinières, ça m'intéresse moins. J'y accorde très peu d'importance et ça peut avoir des conséquences sur moi, sur ma vie, même comme journaliste. Parce qu'évidemment, comme journaliste, bon, vous travaillez pour un média, est-ce que vous êtes toujours est-ce qu'on vous donne toujours une tâche qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes toujours en train de faire des articles qui portent sur un sujet qui vous intéresse, qui vous anime? Peut-être pas. Mais vous devez rester créatif, vous devez rester ouvert d'esprit et aller de l'avant pour produire ce qu'on vous demande de faire.
Et la rigueur, évidemment, très important, la rigueur. Je parle ici de l'exactitude. Alors, je suis sur le point de terminer. Référence, voilà, des exemples de reportages. Maintenant, évidemment, ce sont des exemples de reportages que vous aurez l'opportunité de lire plus tard, peut-être, que j'ai fait au courant de ces dernières années. Et je voulais revenir sur la sécurité sur le terrain. Bon, la situation actuelle en Haïti ne facilite pas la vie des journalistes. Ceci dit, le droit à l'information, c'est un droit qui est protégé par la loi dans un pays démocratique. Donc, ce que je veux dire par protection, droit à l'information par la loi, c'est que dans un pays démocratique, l'État est responsable d'assurer la protection des droits de sa population, incluant le droit à l'information. Et ça, ça réfère au droit de la presse, au droit d'expression, au droit d'opinion, au droit de circulation comme journaliste, n'est-ce pas? Donc, vous avez le droit d'exprimer ce que vous voulez dire. Vous avez le droit de donner votre opinion. Vous avez le droit de circuler où vous voulez. Mais ceci doit être protégé par la loi, par l'État. Donc, c'est dans le cadre d'un pays où la démocratie est exercée. Je vous donne l'exemple du Canada où moi je vis, où moi je travaille en partie. On a la Charte canadienne des droits et libertés au Canada, qui est la loi suprême qui protège les droits humains, incluant le droit à l'information et les droits auxquels je viens de référer. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que les journalistes soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, dans mon contexte, à moi, ici, si je fais un reportage en Ontario, je dois absolument porter une pièce d'identité. On doit voir que je suis journaliste, porter un badge, une carte d'identité qui m'identifie comme journaliste sur le terrain, sur l'événement. C'est extrêmement important. Si vous partez sur le terrain sans pièce d'identité, vous n'êtes pas à l'abri et on ne sait pas qui vous êtes. Donc, c'est très important de vous identifier comme journaliste. Maintenant, dans les situations d'insécurité extrême, le média pour lequel vous travaillez, normalement, devrait vous fournir une pièce d'identité, puisque à chaque fois que vous allez couvrir un événement, couvrir une nouvelle, un reportage, vous êtes le journaliste au nom de ce média, vous êtes identifié comme tel. Maintenant, dans les situations d'insécurité très importantes, comme ce qu'on vit, ce que vous vivez en Haïti, je ne sais pas dans quelle mesure les journalistes sont protégés présentement en Haïti, dans le sens que quand on voit des reporters qui font des grands reportages et qui sont en train de couvrir des événements dans un autre pays, généralement, on constate qu'ils ont des vêtements de sécurité, des vestes, des casques de sécurité qui sont identifiés comme tels. Et je conclus en disant que dans une situation de conflit, que ce soit un conflit international ou un conflit interne, les journalistes sont protégés. Sont protégés par ce qu'on appelle le droit international humanitaire, dans la mesure où l'État est signataire du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire protège toutes les personnes qui sont, comment je dirais, prises dans une situation de conflit, mais qui ne sont pas combattants. Qui ne sont pas combattants. Comme journaliste, on peut couvrir un événement dans une situation d'insécurité, mais on ne fait pas partie des combattants. On devrait être protégé par ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Et à ma connaissance, Haïti est signataire du droit international humanitaire, qui devrait assurer la protection des journalistes sur le terrain. Je conclus en disant que assurez-vous bien que le média pour lequel vous travaillez a des règles concernant votre sécurité, en commençant par une pièce d'identité. Voilà, donc, est-ce qu'il est déjà 11 heures, déjà? Voilà. Donc, les ressources, si vous n'êtes pas tout à fait, si vous n'avez pas une connaissance de ce qu'on entend par droit international humanitaire, vous avez un site web ici pour aller vous renseigner. Je connais relativement bien le DIH parce que j'ai travaillé longtemps pour vous expliquer que, bon, le journalisme et l'enseignement, parce que je suis aussi prof, c'est une deuxième, troisième carrière dans ma vie.
ma première carrière, elle est dans le secteur humanitaire à l'international. Donc, je travaillé longtemps avec la Croix-Rouge, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières. Donc, ce sont des organismes qui contribuent à l'application, à la surveillance du droit international humanitaire. Donc, vous connaissez probablement aussi sûrement Reporters sans frontières. Alors là, je vous partage le site ça peut être d'intérêt pour vous d'aller lire leur guide qui touche, qui réfère justement aux bonnes pratiques en matière de sécurité pour les journalistes. Voilà. Donc, 1 heure, ça passe assez vite. J'ai couvert en 1 heure ce que je voulais ce que j'aspirais à vous partager. Comme une bonne Canadienne, j'ai bien respecté le temps. C'est culturel chez nous, hein? C'est prioritaire, la gestion du temps. Donc, voilà. Alors, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, et même pour vous, de partager vos connaissances avec nous aussi, hein? Parce qu'on est tous entre nous, entre journalistes. Je ne détiens pas le monopole des connaissances. J'ai une expérience, vous avez une expérience, donc ça me ferait plaisir d'écouter vos commentaires. Eh bien, il ne reste qu'à remercier Madame Chalifour pour cette brillante présentation. Bon, je suis assuré que nos consoeurs et confrères ont tiré profit de cette première partie de cette intervention. Eh bien, on va passer tout de suite le maillet aux confrères et consoeurs pour leurs questions. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à écrire votre prénom et nom et le média pour lequel vous travaillez dans le chat et on va vous appeler par ordre de priorité. Alors, dans l'ordre, j'ai déjà Jacques-Antoine Basile, après on aura Lovely et ensuite, je vois qu'il y a Yamli, Valérie Louis. Bon, on commence d'abord avec Jacques-Antoine Basile qui travaille pour la radio-télé Tendance. Jacques-Antoine Basile, s'il vous plaît, votre question. Jacques-Antoine Basile. Entre-temps, il y a peut-être un commentaire dans le chat, M. Joël. Oui. Oui, il y a des commentaires. Oui, on va venir là-dessus. Je les prends par ordre de priorité. Bon, Jacques-Antoine Basile avait écrit son nom avant. Ensuite, nous avons Lovely Stanley Numa. Bon, si Stanley Numa est prête, donc nous allons lui passer la parole. J'ai mis mon adresse email, mes 2 adresses email. Vous pouvez m'envoyer vos informations. Comme ça, je vous enverrai par email le contenu du texte de Mme Chalifour dès qu'elle me l'aura envoyé. Donc, je pourrai partager avec vous par email ce texte détaillé. D'accord? Donc, Basile n'est pas prêt. Est-ce que Lovely Stanley Numa est prête? Je suis là. Je suis Allez-y. là. Allez-y. Bonjour tout le monde. Et je Bonjour. salue le bureau des affaires publiques de l'ambassade américaine. Et également, salutations spéciales à vous, chers consoeurs, Madame Chalifour. Salutations à vous tous et toutes, chers confrères et consoeurs de la presse haïtienne. Alors, je vous félicite, Madame Chalifour, pour votre intervention. On a beaucoup appris, bien que ce n'est pas du nouveau sur le soleil pour nous autres en Haïti. Mais maintenant, j'ai 2 petites questions pour vous. Comment voyez-vous le travail du journaliste dans une société où les citoyens, journalistes, les blogueurs et même les influenceurs publient n'importe quoi sur tout type de sujet, politique, économique, sanitaire et social, entre autres? Et ces informations sont devenues virales sur les réseaux sociaux en un temps record. Et la deuxième question, c'est, bien que vous avez passé là-dessus, les journalistes ont le droit d'exercer leur métier, certes, comme vous venez de le souligner, mais dans un contexte d'insécurité généralisée et des territoires perdus en Haïti, notamment dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince, de l'Artibonite et maintenant on peut ajouter Mirbalet dans le département du Centre. Pensez-vous que le droit des journalistes haïtiens soit respecté et quel est votre message à l'égard de vos confrères et consoeurs haïtiens? Merci. Écoutez, ce sont des questions assez profondes que vous me demandez. Dans un premier temps, c'est difficile je dirais, pour la population de cerner l'information exacte.
c'est pour ça que c'est très, très important de viser notre exactitude comme média. C'est ce qui va retenir l'attention de la population. Euh, je- Mon humble connaissance de la culture haïtienne fait que je comprends que beaucoup de personnes en Haïti privilégient peut-être le journalisme radio. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est le cas, mais maintenant, avec l'extension de l'Internet, avec les médias numériques, ça évolue. Oui, absolument. Ah, d'accord. Alors, parce que j'étais sur cette impression quand même que le journalisme radio était quand même assez privilégié. Et aujourd'hui, on parle plus de la rédaction d'articles. Euh, Évidemment, la population aussi doit apprendre à discerner parce que les réseaux sociaux on est inondé par les informations. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important par la rédaction de vos articles, de situer votre média parmi tous ces médias, tous ces réseaux sociaux. Ça veut dire que, par exemple, chacun de vos médias doit aussi utiliser les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Est-ce que tous vos médias ont une édition numérique? Est-ce qu'ils sont des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont une page Facebook, etc.? Oui, oui, la majorité. Bon, alors ça, c'est important parce que ça permet justement au public de vérifier toutes vos informations sur différents médiums. Alors, c'est difficile de répondre à votre question parce que, comme être humain, on doit faire des choix. On doit vérifier. La population aussi, les gens qui nous lisent ont aussi la responsabilité de vérifier l'information, les attitudes de l'information, parce on est inondé. Donc, il y a aussi des réseaux sociaux qui sont plus ou moins fiables. Donc, je prends pour acquis, évidemment, que les réseaux sociaux qui sont utilisés par vos médias sont des réseaux sociaux qui sont fiables. Et ça va encourager aussi le public, le lectorat de se fier sur votre média et sur les réseaux sociaux que vous utilisez. Encourager la population à aller vers des sources d'informations fiables. Votre deuxième question portait sur, rappelez-moi. Alors, la situation actuelle du pays, à cause de l'insécurité, les territoires qui sont perdus, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, il y a également le département de l'Artibonite, le département du Centre et Amir-Balais. Et parlant du droit Oui, du voilà. journaliste, Oui, en fait, l'exercice du droit du journaliste. oui, voilà, oui. J'ai fait un article là-dessus, je pourrais peut-être vous l'envoyer et puis M. Jorel pourrait vous l'acheminer. C'est-à-dire que Merci. Haïti est en situation de transition, on le sait. Haïti est en situation de transition. Vous avez le Conseil présidentiel de transition. C'est l'organe qui gouverne le pays actuellement. Donc, il devrait y avoir des règles ou une loi qui protège les journalistes haïtiens, qui vous permettent de faire votre travail comme journaliste. J'ai mentionné un peu plus tôt, on a parlé de la sécurité sur le terrain. Dans un pays démocratique, les droits des journalistes sont protégés par la loi. Est-ce que vous êtes capable de me répondre à ce sujet? Est-ce qu'il y a une loi en Haïti qui protège les journalistes, le droit de la presse? Est-ce que ça existe? Parce qu'il faut démarrer à partir d'une règle, d'une loi qui existe dans votre pays et qui devrait assurer, qui devrait contribuer à la protection des journalistes. C'est sûr que la situation actuelle est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. D'autant plus, il faut s'assurer que les journalistes soient bien protégés, bien identifiés. Je viens d'en parler dans mon dernier PowerPoint, n'est-ce pas? Alors, évidemment, c'est un métier à risque présentement, surtout, comme vous l'avez mentionné, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et en Artibonite. Alors, à mon avis, ça c'est mon humble avis, vous ne pouvez pas aller couvrir un événement sans être assuré d'être bien protégé. Alors, pour être bien protégé, il doit y avoir une loi, une règle établie par l'État qui donne les bonnes pratiques en matière de protection des journalistes. Bon, j'ai parlé de vestes, de casques, etc., bon, de pièces d'identité,
mais il y a aussi l'encadrement potentiellement par la police, hein, par la police d'Haïti. Il faut s'assurer que les journalistes puissent faire leur travail sans risque. Mais il n'y a pas de travail sans risque. Ça n'existe pas. Sauf que les risques sont beaucoup plus importants dans votre contexte actuel. Et là, c'est vous qui pouvez me répondre. Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a une règle qui s'applique? Une règle étatique, une règle de l'État, une loi de l'État haïtien qui assure la protection des journalistes. Ceci étant dit, chacun des médias pour lesquels vous travaillez doit aussi s'assurer de votre protection, doit vous remettre une pièce d'identité, doit avoir des règles pour garantir votre sécurité. Ce n'est jamais sans risque, mais il faut minimiser les risques. Et actuellement, je ne crois pas que l'État peut garantir cette protection dont vous parlez, cher consoeur. Oui, je vous comprends très bien. Aucune garantie. Mais encore une fois, est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui peut me dire, est-ce qu'il y a une loi qui existe actuellement en Haïti qui protège le droit de la presse? Est-ce que ça Les existe? lois sont là et elles se trouvent dans les tiroirs. Est-ce qu'il y a une entité qui représente les journalistes haïtiens qui peut, comment je dirais, entrer en contact le avec... ministère de la Communication. On peut dire le ministère de la Communication, mais elle est très, très, très... Alors, le ministère de la Communication, on peut dire que c'est très absent. Bon, alors, quand même, c'est une piste de départ. Vous avez un ministre ou une ministre de la Communication qui devrait intervenir au nom des journalistes haïtiens sur la base du droit au public haïtien de recevoir toutes les informations, d'autant plus dans un contexte très périlleux, pour assurer votre protection. C'est un incontournable, mais il faut une prise de position, il faut qu'une personne dirige l'action. J'étais en train de dire un peu plus tôt, est-ce qu'il y a une entité qui représente, vous m'avez dit le ministère de la Communication, mais est-ce qu'il y a une entité, est-ce qu'il y a une société d'État qui représente les journalistes en Haïti? Il y a des associations comme l'Association des journalistes haïtiens, AJH. Okay. Il y a SOS Journalistes. Il y a une panoplie d'associations de presse à travers les provinces et à travers la capitale. Le problème, c'est la corporation en Haïti n'est pas une corporation unifiée et organisée comme c'est le cas au Québec. Okay. Et je sais qu'il y a une loi sur la presse. On avait parlé d'une vraie loi qui devrait passer au Parlement, mais ça n'a jamais été abouti. Ça n'a jamais abouti. Malheureusement. Okay. Mais je crois que la presse peut s'unir pour trouver une bonne loi, une loi solide. Mais en Haïti, le problème, ce n'est pas les lois, c'est plutôt comment faire respecter, comment faire observer l'application des lois. Voilà. Oui, parce que la politique, c'est une chose, mais une politique ne sera jamais mise en place s'il n'y a pas des procédures, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut établir, une loi, un règlement, une politique. Une fois qu'on a la politique, il faut les procédures. Les procédures, c'est les règles. C'est exactement comment on fait la mise en pratique de la politique en question qui vise la protection des journalistes. Un autre problème, c'est la question de la carte de presse, parce qu'en Haïti, n'importe qui peut se déclarer journaliste. Il était question de trouver une formule pour avoir une carte de presse reconnue, nationale, accréditée, et qui pourrait être décernée, qui pourrait être validée. Mais là encore, et jusqu'à maintenant, les associations n'ont pas pu s'unir pour résoudre ce problème, comme c'est le cas en France ou au Canada. En tout cas, on va continuer, Madame Chalifou, si vous permettez. Et Augustin Jaroni, fermez votre microphone, s'il vous plaît. Jaroni. De l'Acaille TV, je crois. Jaroni Augustin, votre microphone est ouvert. Voilà, merci. Tout à l'heure, j'avais appelé Basile Jacques. Il est de retour. Alors, Basile Jacques, votre question, s'il vous plaît. Basile Jacques, mon Dieu. Il lève la main et il met son nom, mais il n'est jamais là. Bon, mais Basile. Peut-être que c'est lui qui marquait dans le chat qu'il souhaitait recevoir une copie des documents aujourd'hui. OK, oui, mais il a levé la main encore. C'est pas grave, on va passer la parole à Yamile Valérie Louis de Mon Premier TV et après on donnera la parole à Jaroni Augustin. Yamile Valérie Louis de Mon Premier TV depuis le nord-est, je crois, Fort Liberté, je crois. Yamile.
Yamile, bon, elle a écrit son nom. Eh bien, on passe la parole à Jean-Rony Augustin. Jean-Rony Augustin. Oui, il a la main levée, je vois. Oui, oui, c'est ça. Merci et merci. Et je tiens à saluer M. Roquet et l'ambassade pour cette initiative. Et je tiens à saluer aussi Mme Khalifa donc, pour sa présentation. Il est vrai que je n'ai pas pu suivre toute la présentation donc, à cause du problème de l'Internet, parce que c'est la tombe, remonte et retombe. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je suis Augustin Jean-Rony, je suis journaliste et juriste. Je suis de Nord-Est et à Wanamet. Je travaille pour la Radio Alliance et la CAI News et RTV. Ma réaction, c'est sur la loi. Est-ce qu'il existe une loi qui régit la matière et le métier de journaliste en Haïti? Donc, comme Mme Khalifa avait demandé à ma consoeur et Lovely, je crois, il n'existe pas une loi cadre en Haïti qui régit cette matière et qui régit le métier du journaliste en Haïti. Seulement, dans la Constitution de 1987, il y a 2 articles qui parlent du métier de journaliste ou bien le droit de journaliste, c'est l'article 28 alinéa point 1 et point 2. Mais il n'y a pas une loi cadre. Donc, comme a si bien dit M. Loquet, il y a des associations de journalistes qui existent dans le pays. Par exemple, ici à Wanamet, on a AGSO, Association de journalistes solidaires de Wanamet. Mais c'est vraiment difficile de réunir tous les journalistes sur un même podium pour définir, pour discuter et définir les priorités, les droits, tout ça des journalistes. Donc, parfois, le problème qui existe, les propriétaires des médias, on peut le dire sincèrement, donc, ce sont des politiciens. Et avec la manière dont on fait la politique en Haïti, ça cause un problème pour bien exercer le métier. Et pour unir aussi bien les confrères et consoeurs journalistes, parce qu'il y en a qui pensent, lorsqu'ils travaillent dans une station de radio, qui appartenir à un politicien qui a une telle tendance, contrairement à une autre, donc on ne peut pas unir pour bien faire le métier. Donc ça, cela pose beaucoup de problèmes. Maintenant, j'aimerais qu'il y a des parlementaires donc, qui pensent à beaucoup d'enjeux qui existent donc, pour les journalistes en exerçant le métier. Et parfois, on fait face à des menaces et des politiciens. Donc, il faut qu'il y ait une loi cadre qui régit bien donc, ce domaine donc, pour pouvoir garantir à tous les journalistes de bien exercer leur profession. Merci. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé, Jean-Rony. Mais entre-temps, j'ai vu d'autres commentaires de journalistes qui sont parmi vous qui me disent qu'il y a un projet de loi à ce sujet au Parlement, qu'il y a aussi un article dans la Constitution d'Haïti qui réfère au droit ou au rôle du journaliste. Donc, il y a déjà des pistes sur lesquelles on peut commencer à capitaliser. Les circonstances sont difficiles, je comprends très, très bien là. Mais en même temps, excusez-moi, en même temps, vous avez des associations de journalistes. Hein. Vous avez des associations de journalistes qui existent. J'ai rencontré l'Union des journalistes du Nord d'Haïti. Présentement, je suis en contact avec l'ANMELNO. Donc, il y a vraiment des associations qui existent et qui travaillent. Et je pense qu'en ce moment, vous pouvez établir votre bonne pratique. Vous êtes en train de l'établir. Vous allez écrire l'histoire, en fait. Vous allez établir vos points de pratique. Et ça commence, entre autres, par la façon de bien faire votre travail, d'accomplir votre travail. On a donné des conseils aujourd'hui. Mais aussi sur le plan de la sécurité, il faut démontrer l'exemple. Il faut aller, si vous allez sur le terrain, il faut être identifié. Il faut
éventuellement avoir ce que vous aurez besoin pour assurer votre protection. Là, je parle de pièces d'identité, mais ça peut être, si vous êtes à Port-au-Prince présentement, ça doit être extrêmement difficile, là. Ça doit être extrêmement difficile pour les journalistes à Port-au-Prince de circuler puis de faire leur boulot. Je n'ai rien vu nulle part dans les nouvelles qui expliquent ou qui démontrent comment les journalistes sont protégés en Haïti. Donc, ça devrait faire partie des priorités du Conseil présidentiel de transition. Ça devrait faire partie des priorités de la gouvernance, de s'assurer que le droit à l'information est protégé et que vous pouvez exercer votre profession de journaliste. Mais comme il y a un vacuum, on dirait qu'il y a un vacuum présentement, vous pouvez le faire à partir de votre propre, à mon avis, vous pouvez le faire à partir de votre propre association. Instaurer votre propre politique, vos règles. Vous allez fournir des exemples. À ce moment-là, ça sera plus facile de vous mobiliser à titre de plusieurs associations et d'aller vers l'instance gouvernementale qui pourra formaliser votre droit d'exercer la profession de journaliste et d'assurer le droit à l'information. Parce que, ceci dit, bon, comme vous, je regarde les nouvelles, j'écoute les nouvelles, je lis les articles tous les jours. Il reste quand même que malgré tout, je regarde le national tous les jours, les journalistes font leur boulot. Hein? Ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est vraiment difficile, mais ils continuent de maintenir les nouvelles, continuent de renseigner. Il y a l'édition, le journal numérique du National sort régulièrement au quotidien et les articles sortent. Entre autres, il y a Haïti en marche aussi, bon, parce que, pour nommer ces deux-là, parce que je les connais davantage. Mais l'information circule. Les informations circulent. Maintenant, ce qu'il faut s'assurer, c'est de la véracité des informations. S'assurer que l'information qui est véhiculée est exacte. Bien, madame. Alors, je ne dis pas qu'il y a une sorte de restriction pour les journalistes d'écrire ou de parler ou de faire les boulots, mais j'ai bien dit, et en ce qui a trait à unifier donc, les journalistes, à les mettre sur le même podium, donc pour bien équilibrer, bien faire leur boulot. Donc, c'est ça qui pose des problèmes par rapport aux lignes éditoriales de certains médias. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'on a des projets de loi. Un projet reste un projet. Un projet de loi n'est pas une loi, c'est un projet. Donc, il faut qu'il y ait un Parlement et à travers le Parlement, on va passer ce projet de loi et on doit l'examiner et passer ce projet de loi au vote. Et après les avoir votés, on va faire et publier ça dans le journal et officiel de militaire. Et c'est la présidence, l'exécutif qui est chargé de faire ça. Mais ce qui nous couvre, ce qui nous donne une autorisation de faire notre boulot, en ce moment, c'est seulement deux articles dans la Constitution, l'article 28, alinéa après 1 et alinéa après 2. Très bien. Mais, non, mais vous avez raison. C'est sûr que ce n'est pas une loi. Un projet de loi, il y a tout un processus qui est mis en branle pour que le projet de loi devienne une loi, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un gouvernement en place, etc. Bon, vous êtes dans une situation de transition. Il y aura, espérons-le, des élections bientôt. Il y aura un gouvernement qui sera créé et normalement, les projets de loi devront avancer, hein, devront avancer et devenir des lois qui seront applicables dans votre pays. Voilà. Et je vois dans le chat, il y a Murat Wally, correspondant de Radio Regard FM et de médias en ligne VIP TV Network Haiti. Est-ce que Murat Wally est disponible? Murat Wally? Si Murat Wally n'est pas prêt, on appelle Ruben Marc Ariel. Ruben Marc Ariel. Bon, lui, il a levé la main. Hein? Oui, je suis là. En fait, je suis Mackinson Fanor. Je remercie le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade pour l'initiative. Merci à Madame Chalifou pour la présentation. Je suis ravi de participer à cette session.
Je travaille pour la radio Vision 2000 et je m'intéresse particulièrement à la qualité de l'écriture dans les contextes de crise ou d'urgence. En fait, pour ceux d'entre nous qui rédigent souvent sous pression, j'aimerais savoir si Madame Charlie Four pourrait nous proposer une méthode ou un réflexe rapide pour structurer les idées efficacement, même dans l'urgence. Parce qu'en fait, souvent, nous travaillons sous pression. J'aimerais savoir, est-ce que Madame a une méthode ou un réflexe rapide pour pouvoir aider à structurer efficacement, rapidement les idées dans l'urgence? C'est une excellente question. Mon expérience ne se situe pas dans un journalisme sous pression, n'est-ce pas? Mais il reste quand même que les règles de base s'appliquent sous pression. Alors, je les répète, les trois règles, c'est il faut aller à l'essentiel. Alors, ce que je remarque souvent, assez souvent, dans certains articles qui sont présentés, c'est qu'il y a trop, il y a un surplus d'informations. Il y a trop d'informations. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Et dans la façon structurée, ça revient un peu à ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire que même sous pression, il faut quand même faire des textes qui sont bien structurés, qui sont brefs, hein, qui sont brefs, paragraphes courts, phrases courtes. Et ça peut être peut-être un défi pour certains journalistes. Comment je dirais, mon humble connaissance des Haïtiens. Les Haïtiens sont des gens qui communiquent beaucoup. Vous êtes de grands communicateurs. Ça fait partie de votre, comment je dirais, de votre ADN, de votre façon d'être. Vous communiquez beaucoup. Vous communiquez beaucoup oralement, par écrit. Vous êtes des communicateurs. Mais là, l'effort qu'on doit faire sous pression, c'est qu'on doit s'en tenir à l'essentiel. Et l'autre élément très important qui doit guider ce qui va vous faire choisir l'essentiel, c'est ce que vous allez écrire. Quel impact de ce que vous allez écrire? Quel sera l'impact sur les gens qui vont vous lire? C'est extrêmement important, cet impact. Quel impact les informations que vous allez retenir et que vous allez partager, quel impact aura-t-il sur, ces informations auront-elles sur les gens qui vous lisent? Et deuxièmement, il ne faut pas trop s'attarder, troisièmement, dans un vocabulaire trop, comment je dirais, trop élaboré. Sans être simpliste, il faut utiliser un langage simple et un langage courant. Si vous utilisez un langage courant, un langage simple, à mon avis, ce sera plus facile d'être quand même plus rapide. Donc, il s'agit vraiment sous pression, de vraiment retenir l'essentiel, de prendre en considération l'impact que vous aurez sur les gens qui vous lisent et d'utiliser un langage courant. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu plus tôt de la structure des articles, que ce soit un article sous pression ou qui n'est pas dans l'urgence, il reste quand même qu'idéalement, on veut retenir, notre objectif, c'est qu'on veut retenir l'attention des lecteurs. Donc, pour cela, il faut encore une fois retenir les trois règles que je viens d'évoquer et ça se reflète dans votre façon de structurer votre texte. Quand vous aurez l'opportunité, vous irez voir les exemples que j'ai fournis. Vous voyez que le texte est bref parce que 700 mots, 800 mots, c'est bref. Ça peut être même 500 mots. Alors, 500 mots, quelques paragraphes. Donc, il faut être extrêmement vigilant pour aller encore une fois vers l'essentiel, structurer votre texte sous pression. Je crois que ça va vous aider de cerner l'essentiel, de cerner l'impact que vous aurez sur les gens qui vont vous lire et d'utiliser un langage courant. Bon, dans la structure, il faut toujours garder en tête qu'on veut retenir l'attention du lecteur. Donc, je l'ai dit, mais je le répète, aucun bloc de texte, des paragraphes courts. Vous comprenez ce que je veux dire par intertitre? Séparez votre article de façon à interpeller le lecteur par vos intertitres qui vont maintenir son intérêt vers ce que vous voulez lui transmettre. Parfait, parfait. Je vois le nom de Beaubrun Ronald, qui est le correspondant de Machanzin et
PDG de Radio Grandance Média. Beaubrun Ronald, êtes-vous prêt? Beaubrun Ronald, depuis la Grandance. Bon, s'il n'est pas prêt, nous passons la parole à Réseau Nord-Est. Réseau Nord-Est, qui a la main levée. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Et au nom de la télévision Mon Premier TV à Fort Liberté, j'ai l'honneur, en tant que directeur de la salle des nouvelles, pour remercier toute l'équipe pour cette initiative, surtout cette session de formation, ainsi que les autres combien utiles pour nous au sein de Mon Premier TV. Et je tiens à saluer Madame Chalifou et lui remercier d'une part pour la présentation. Ma question est la suivante. Dans la présentation tout à l'heure, il avait parlé de la présentation des étapes de la production d'un article de presse. Et en parlant de choisir et prioriser l'information, vous voulez nous dire exactement, Madame Chalifou, de choisir l'information liée au véritable problème ou besoin du sujet que nous allons traiter dans les enquêtes. Et par la suite, pour que je m'entraîne avec ma consoeur Lovely Stanley-Nima ainsi que Jean-Rony Augustin, et dans la réalité de la presse haïtienne, et vous le savez très bien par rapport à votre expérience sur le terrain en Haïti, et la presse haïtienne fait face à des multiples problèmes. Prenons par exemple ce que M. Locke vient de souligner tout à l'heure. Eh bien, la présentation de la presse, c'est un bon matin. Quiconque peut définir sa personnalité comme un journaliste, avoir une carte authentifiée par l'institution haïtienne, notamment, ainsi que les associations de presse, et cela pour protéger les intérêts, bien que, jusqu'à date, les droits de la presse ne sont pas respectés et ni protégés en Haïti. En parlant des enquêtes, est-ce que dans une enquête politique tout l'heure actuelle par rapport à la phénomène d'insécurité, est toujours nécessaire de protéger une source qui nous partage une information qui pourrait être vraie dans l'avenir? Merci. Si j'ai bien compris votre question, vous demandez comment on devrait s'y prendre pour protéger une source qui pourrait mettre en péril cette personne? Exactement. Alors, vous pouvez présenter l'information dans l'anonymat. Vous pouvez dire, je l'ai déjà fait moi aussi dans certains articles, où vous présentez l'information que vous avez recueillie. Vous mentionnez dans votre article que cette information est partagée dans l'anonymat pour assurer la protection de l'individu. Je l'ai fait dans certains articles. Donc, on peut citer une personne de façon anonyme en le mentionnant dans l'article. Pour des raisons de sécurité, il faut préciser que c'est pour des raisons de sécurité qu'on présente cette information dans l'anonymat. C'est possible de le faire. C'est pas l'idéal, mais c'est possible de le faire. OK. Je demande à Basile et Espérance et iPhone Infinity de fermer leur microphone, s'il vous plaît. Basile, Espérance et iPhone Infinity. Sur le chat, j'ai François Maxot, qui est rédacteur en chef de VIP TV Network et de Haïti Passion Info. François Maxot, est-ce que vous êtes prêt? François Maxot. Bien sûr. Allez-y. Bonsoir à vous, la madame. Bonsoir avec toutes les personnes qui ont pris part pour mettre cette information disponible pour nous. Et je suis François Maxot, comme il a si bien mentionné. Ma question est la suivante. Par rapport avec des problèmes et des prérogatives. Actuellement, là, Permettez, s'il vous plaît. Et permettez, Samsung, fermez votre téléphone, s'il vous plaît. Samsung 346M. Votre téléphone, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, allez-y.
Excusez-moi, le son n'est pas très bon là. Il va reprendre, il va reprendre. Il y avait une cacophonie. Allez-y, recommencez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est de mon côté que le son n'est pas audible? Non, c'était l'entourage. L'entourage, Samsung, et voilà. OK. Alors, j'ai dit bien, un journalisme qui produit dans une commune ou dans un département où le banditisme fait rage, surtout ici en Haïti, maintenant, produit un texte, surtout avec soit radio traditionnelle ou ou médias en ligne. Donc, ça demande beaucoup de clairvoyance. Mm-hmm. Un texte sur l'affaire ou sur un dossier du banditisme, ça peut produire pour vous le journalisme qui peut-être va décrire le texte avec votre nom ou bien signer le texte avec votre nom. Maintenant, madame, comment on pourrait faire ça, surtout dans un reportage pour les médias traditionnels? Là, vous faites référence au journalisme radio, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je n'ai pas l'expertise dans le journalisme radio. Je ne peux pas vraiment commenter sur le journalisme radio. Mon expérience se situe surtout dans la rédaction de différents articles de presse. Donc, je ne suis pas tout à fait certaine que je peux répondre adéquatement à votre question. Okay. Est-ce que dans votre équipe, vous avez des gens qui font journalisme radio et qui publient aussi des articles? Exactement. Donc, vous pouvez publier, alors je peux publier un texte parfois, parce que nous travaillons aussi dans les médias traditionnels et aussi médias en ligne. Donc, Oui. en ce qui concerne les médias en ligne, et un texte ou bien un article que nous publions, le journalisme peut prendre le relais par rapport avec la signature qu'il porte, alors qu'on peut signer dans le texte. Maintenant, un texte basé sur la situation désintoxication par rapport avec la question du banditisme, est-ce que le rédacteur en chef peut oser mettre le nom du journalisme en bas de cet article? Écoutez, l'article doit être signé par la personne qui a rédigé l'article. Exactement. Oui, oui. L'auteur de l'article doit être cité. J'espère que je comprends bien votre question. Le rédacteur en chef ne peut pas signer un article qui a été rédigé par un journaliste de son équipe. Comme rédacteur en chef, vous pouvez rédiger vous-même un éditorial, n'est-ce pas? Peut-être que vous le faites déjà. Oui, alors, évidemment, comme rédacteur en chef, vous devez signer l'éditorial, n'est-ce pas? Sur un sujet d'actualité dans votre média. Mais si le texte, si j'ai bien compris votre question, si l'article est rédigé par un membre de votre équipe de journalistes, l'article doit être signé par l'auteur, par le journaliste qui a produit, qui a fait les recherches, etc., qui a réalisé le reportage, qui a couvert la nouvelle, etc. Oui, c'est ça. Excusez, maintenant, le rédacteur doit superviser le texte du journaliste. Oui, alors, oui, allez-y, excusez-moi, oui. Après la supervision, le journaliste toujours met son nom en bas du texte. Maintenant, le texte en soi, par rapport avec l'angle précis que le journaliste écrit le texte ou bien l'article, ça peut être embrouillé par rapport avec situation dont nous disposons pour le moment, pour l'exemple à Carrefour ou à Cité-Soleil et Badelma, etc. Donc, par rapport avec l'angle que vous disposez par rapport avec le texte, est-ce que le journaliste en soi peut oser mettre son nom en bas ou en signature de cet article dont il est? C'est là l'idée. Oui, alors, encore une fois, si j'ai bien compris votre question, est-ce que les journalistes membres de votre équipe font eux-mêmes la mise en page de leur article? Oui. Alors, ils font eux-mêmes la mise en page de leur article, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Et est-ce que vous, comme rédacteur en chef, quelles sont vos pratiques? Est-ce que c'est vous qui assurez la relecture avant de publier? Exactement. Bon, alors ça, c'est la bonne façon de procéder, à mon avis. Donc, ceci étant dit,
chaque journaliste auteur de l'article doit absolument mentionner son nom. Dans certains cas, on voit le nom au début de l'article ou à la fin de l'article. Mon expérience à moi dans notre journal numérique avec l'Express, le nom du journaliste est inscrit, est inscrit au début. Par exemple, il va y avoir le titre de l'article, ça sera marqué en plus petites lettres, publié par Annick Chalifour, telle date. Et là, à la fin de l'article, il y a un paragraphe qui inclut, par exemple, chez nous, la photo du journaliste, son nom, et puis il y a deux, trois lignes qui donnent un résumé, si vous voulez, de l'expérience journalistique de l'individu. Et même chez nous, dans la mise en page, on ajoute d'autres articles, d'autres liens qui sont reliés au sujet traité par l'article principal. Donc, le titre, le sous-titre, publié par la date, l'ensemble du texte, enfin, avec les visuels. À la fin, comme je viens de dire, un encadré avec photo, nom et un petit résumé sur le journaliste. Et on ajoute aussi deux, trois liens, au moins trois liens vers des articles, d'autres articles pertinents qui ont été rédigés par ce journaliste. Si vous permettez, je dirais que chaque journaliste est responsable. Chaque journaliste doit évaluer les risques. Généralement, un journaliste prend la responsabilité, il signe son article. Mais s'il pense que l'article est dangereux, ça peut compromettre sa vie, mettre sa vie en danger. Parfois, on met un pseudonyme ou bien encore on met la rédaction. Mais c'est à vous, en tant que journaliste, d'anticiper en ce qui concerne les risques de votre texte. Voilà. Nous passons la parole à présent à Wolgens Jeune de Radio Rénovation FM. Mais M. Joël, si vous me permettez, oui. Si l'article risque de mettre en péril le journaliste, là, je comprends mieux votre question. Finalement, ça pourrait être peut-être signé par le rédacteur en chef, mais lui aussi, ça peut le mettre en péril. Parfois, on met la rédaction, c'est anonyme. Ah, d'accord. Dans le national, souvent on fait ça, la rédaction, comme ça. Ah oui, d'accord. Il y a des éditoriaux signés, il y en a qui c'est la rédaction parce qu'ils pensent que c'est dangereux. Ah oui, d'accord, non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est votre contexte, c'est votre réalité, ce qu'on ne vit pas ici nécessairement. Alors, je n'ai pas cette situation de procéder. Je n'ai pas vécu cette situation dans le contexte canadien nord-américain, s'il vous plaît. Oui, ici en Haïti, de temps en temps, bon, pas de temps en temps, mais on a eu beaucoup de journalistes qui sont. Oui, mais là, je comprends très bien, c'est votre réalité, assassinés. donc c'est possible, probablement. C'est possible. Oui. Voilà. Wolgens Jeune, Radio Innovation FM. Merci, Loker. Merci, Madame Annick, pour votre intervention. Et j'ai deux petites questions. Et la première, c'est que comment peut-on évaluer la fiabilité d'une source d'information? Comment peut-on évaluer la fiabilité d'une source d'information? Et la deuxième question, vous dites que Haïti est signataire du droit international humanitaire. Dans le cas où ce droit n'est pas respecté, quelle est l'instance pourrait-on contacter à l'échelle internationale pour porter plainte contre l'État? Bon, merci beaucoup. C'est deux très bonnes questions, deux questions très intéressantes. Alors, voilà, pour ce qui est de la fiabilité des sources d'information, bon, là, ça dépend de la source, n'est-ce pas? Est-ce que vous faites référence à une source qui vous a été transmise par une personne avec laquelle vous avez fait une entrevue? Ou est-ce que vous parlez d'une source que vous avez repérée sur l'Internet, sur le web? Parce qu'évidemment, il faut faire très attention, là. Et on l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, on est inondé d'informations par les réseaux sociaux. C'est pratiquement, je vous le dis franchement, c'est extrêmement assez difficile de vérifier la fiabilité de n'importe quelle information qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, il faut vraiment, quand on a trouvé une information sur le net, sur le web, qui appartient, par exemple, à un journal ou un média reconnu, alors on peut entre guillemets, ou enfin, je peux utiliser le mot, on peut se fier à la source de ces informations. Donc, il faut vraiment que les sources proviennent de sources fiables, c'est-à-dire de médias qui sont reconnus, de personnes reconnus aussi, d'experts qui sont reconnus dans leur matière, etc.
Si c'est une citation d'un individu, bon là, c'est une citation d'une personne que vous avez rencontrée, bon voilà, c'est la personne qui donne son opinion. Mais en général, selon mon expérience, quand on fait un reportage, qu'on fait des entrevues pour justement obtenir certaines informations, les gens avec lesquels on aura les entrevues sont des gens qui ont quand même certaines connaissances, certaines compétences. C'est pas n'importe qui qui on demande sur la rue, etc. Donc, il y a les connaissances, la compétence des personnes qui vont vous fournir les informations. Et il y a aussi la crédibilité des médias, la reconnaissance des médias qui ont émis cette information-là. Par exemple, si c'est émis par la Société d'État, si c'est émis par un journal reconnu en Haïti, bon, voilà, c'est le Nouvelliste, par exemple, on peut, je pense, se fier à l'information qui sera partagée. La deuxième question qui touche le droit international humanitaire, c'est une excellente question. C'est une question difficile à répondre. Quand un pays est signataire du droit international, Wolgens, votre micro, il faut le fermer. Oui. Inal Rémi, fermez votre microphone. Inal Rémi. Merci. Bon, quand on parle du droit international humanitaire, on parle des 4 conventions de Genève et on parle des 2 protocoles additionnels aux conventions de Genève. Ça date de 1949. La plupart des pays sont signataires du droit international humanitaire qui comprennent les 4 conventions et les 2 protocoles. Selon ma connaissance, mon humble connaissance de l'application du DIH, si un pays est signataire, l'État est responsable d'assurer l'application soit d'une des 4 conventions ou soit d'un ou des 2 protocoles. Mon interprétation, et ça, je vous donne mon avis personnel, mon interprétation par rapport à l'application du DIH en Haïti. J'ai parlé des 4 conventions et des 2 protocoles. Il y a un des 2 protocoles additionnels aux conventions de Genève, parce qu'en fait, il faut comprendre que l'objectif du droit international humanitaire, c'est de protéger les droits des personnes qui sont prises dans un contexte de conflit. Mais là, il faut voir de quel conflit parlons-nous. Est-ce que c'est un conflit international? Est-ce que c'est un conflit interne? Il faut d'abord discerner quel est le type de conflit pour voir comment s'applique le droit international humanitaire international. Dans le contexte d'Haïti, et en fait, je vous le dis en toute modestie, je crois, je pense, je crois ou j'estime que c'est qu'on parle d'un conflit interne, dans le sens que le conflit en Haïti comprend un groupe de personnes qui s'appellent Vivre ensemble, qui sont des gangs armés. Ce sont eux qui mènent le conflit. Qui se bat contre Vivre ensemble? Ce sont les policiers. Et aussi, on a aussi, comme vous le savez, des membres des polices de d'autres pays, notamment du Kenya. Donc, ces 2 groupes font partie de ce qu'on appelle les combattants. Maintenant, quand on parle des journalistes et qu'on parle de la population civile, ou qu'on parle, par exemple, du personnel médical, du personnel humanitaire, ces personnes sont protégées par le droit international humanitaire parce qu'elles ne font pas partie des combattants. Quand on parle d'Haïti, et c'est un sujet très, très complexe, vu de l'extérieur, ça semble être un conflit armé interne. Donc, on pourrait supposer que l'application du protocole 2, qui vise la protection des personnes dans le contexte de conflits armés internes, devrait être protégée. Maintenant, je crois qu'Haïti, je pense, à ma connaissance, Haïti est signataire du DIH, donc l'État est responsable d'assurer, là on parle des journalistes, est responsable d'assurer la protection des journalistes. Maintenant, on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, c'est une situation très difficile. Il ne semble pas y avoir réellement
il ne semble pas y avoir une protection réelle accordée aux journalistes actuellement en Haïti. Si on se fie au droit international humanitaire, les journalistes devraient être protégés. L'État n'y arrive pas. Hein, il semblerait que l'État haïtien n'arrive pas à protéger les personnes qui sont prises dans le conflit, qui ne sont pas combattants, notamment la population civile, les journalistes, comme je viens d'expliquer, le personnel médical, le personnel humanitaire. Tous ces gens-là ont droit à être protégés sous le droit international humanitaire. Dans la mesure où on est incapable, que l'État est incapable d'assurer la protection de ces gens, l'État peut se tourner vers la communauté internationale pour exercer une certaine pression et avoir une possibilité de faire face à la protection des droits humains dans ce contexte-là. Donc, l'État peut se tourner vers la communauté internationale. Il y a aussi, comme vous le savez déjà, la Croix-Rouge est présente en Haïti, n'est-ce pas? Vous avez la Croix-Rouge haïtienne qui travaille en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge, comme vous le savez peut-être, est responsable d'appliquer le droit international humanitaire dans les pays où il y a des conflits internationaux et conflits nationaux. Donc, l'État pourrait aller vers le CICR pour obtenir le soutien, je parle du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, pour obtenir un soutien dans l'application de la protection des droits des journalistes et incluant aussi le soutien de la communauté internationale, ou du moins des pays, et comme je l'ai dit, la majorité des pays, plusieurs pays sont signataires du DIH, donc peuvent éventuellement soutenir un pays dans l'application de la protection des droits humains dans le contexte d'un conflit. C'est complexe, et c'est très complexe, c'est facile à dire, pas nécessairement facile à faire, mais le fait est que si l'État haïtien est signataire du DIH, normalement, il a l'obligation de protéger les journalistes et de le faire en collaboration avec le CICR, parce que le CICR, c'est son rôle de surveiller l'application du DIH, d'assurer la protection justement des journalistes et autres que je viens de mentionner, et éventuellement aussi d'avoir l'apport de la communauté internationale. Parfait, parfait. Je vois qu'il y a Mackenson Fanor de Radio Vision 2000. Est-ce qu'il est prêt? Mackenson Fanor? J'ai déjà posé ma question. Parfait, parfait. Merci. Donc, on passe la parole à Basile Jacques-Antoine qui revient au micro. Basile, je vois la main levée. Basile Jacques-Antoine, oui. Oui. Ça va, Basile? Bon, si Basile n'est pas prêt, il y a Alexis. Alexis, s'il vous plaît. Alexis. Il y a aussi Danley Hiller de Parole Société Rénovation FM. Danley Hiller est prêt? OK. S'il n'est pas prêt, je vois qu'il y a... Allô? Allez-y, allez-y. Allô? Allez-y oui, avec la question. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Joël d'insister pour mon intervention ce matin. Et bonjour à Madame Annick. Donc, je voulais faire un petit rappel tout d'abord sur la question de crédibilité et d'autorisation pour le fonctionnement du métier journaliste en Haïti. Il y a un article qui est le 28.1 de la Constitution haïtienne et qui prévoit que le journaliste peut exercer librement sa profession dans le cadre de la loi. Et cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Donc, c'est régi de la Constitution haïtienne, la Constitution mère. Donc, deuxièmement, je vais retourner au sujet initial, Madame Annick, et les avancées de la technologie, disons de la nouvelle technologie moderne, de l'information, font beaucoup d'exigences, bien entendu, au métier du journalisme. Ne pensez-vous pas qu'on devrait faire une mise à jour sur les principes déontologiques du métier, n'est-ce pas?
C'est une bonne question, mais le journalisme demeure le journalisme. Et le journalisme, je l'ai dit au début, là, au tout début de notre rencontre ce matin, l'objectif du journalisme, c'est de traiter l'information. Alors, le traitement de l'information s'est modifié au courant de ces dernières années, justement parce qu'on est allé vers l'édition papier, vers l'édition numérique, et on s'en va de plus en plus vers le numérique. Mais ceci étant dit, la rédaction d'un article dans l'édition papier, dans l'édition numérique, demeure sur les mêmes principes, Sauf que dans le papier, bon, on a des limites. Hein? Il y a des publicités, il y a un nombre de pages, etc. Il y a l'impression. On n'est plus dans ce mode. On est de moins en moins dans ce mode. On est dans le journal numérique. Le journal numérique, il n'y a pas comment je dirais, de nombre de pages, etc. Reste quand même que notre objectif, c'est de traiter l'information et de s'assurer que les gens nous lisent, nous comprennent. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment bien rédiger un article et comment le faire pour s'assurer que les gens vont nous lire et vont nous comprendre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les 3 règles, d'aller vers l'essentiel. Parce que parfois, je regarde, je vais voir le national, j'ouvre l'édition numérique et je vois des pages et des pages et des pages sur un même sujet, 3, 4, 5 pages. Bon, peut-être que culturellement, la population haïtienne apprécie ce genre d'article. Je ne sais pas, c'est vous qui pouvez répondre. Mais de façon générale, en tout cas de mon côté, du côté occidental, si les articles sont trop longs et prennent des pages et des pages dans le journal numérique, on n'a aucune garantie que les gens vont nous lire et vont retenir ce qu'on veut leur partager. Donc, c'est pour ça que ces règles demeurent importantes, même dans le numérique, dans la mise en page, de s'assurer d'être succinct, de s'en tenir à l'essentiel et surtout et beaucoup de partager des informations qui sont d'intérêt pour les gens qui nous lisent. Est-ce que ça a un impact sur ma vie aujourd'hui, ce que je suis en train de lire? Est-ce que ça a un impact sur les décisions que je veux prendre dans ma vie au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois? C'est dans ce sens-là que le journalisme est extrêmement important en termes de responsabilité sociale. Et pour le faire, bien, il y a des structures qui, à mon avis, facilitent notre rôle, nous facilitent d'atteindre notre but, c'est-à-dire de bien informer les gens, de les aider à prendre des décisions, de les aider aussi à réfléchir autrement, à s'ouvrir à différentes façons de voir les choses, à considérer différentes options. C'est tout ça. Donc, il faut, même si on le fait, que ce soit édition papier ou édition numérique, les règles demeurent les mêmes. Maintenant, dans le numérique, si vous faites vous-même la mise en page, vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Vous savez comment mettre en page votre article, comment le modeler, comment le structurer. Vous avez cette compétence, n'est-ce pas? Vous savez comment le faire. Donc, il s'agit vraiment, puis là, je reviens, j'espère que la présentation que je vous ai faite au début vous aidera justement à bien structurer vos articles pour atteindre nos objectifs de responsabilité sociale. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Notre première responsabilité, c'est une responsabilité sociale. Et en plus, à mon humble avis, ça c'est mon opinion personnelle, je crois vraiment que les journalistes haïtiens ont un rôle crucial dans la pérennité socio-économique d'Haïti, dans le développement social, le développement économique durable en Haïti. Vous avez un rôle essentiel dans ce sens, essentiel et extrêmement important qui devrait justement être appuyé par l'État. Ceci étant dit, vous travaillez chacune pour des médias. Chacun de vos médias peut aller de l'avant, peut avoir des bonnes pratiques, mettre en place des bonnes politiques, avoir des mises en page qui vont permettre aux lecteurs d'apprendre et de retenir ce que vous leur partagez. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, il nous reste qu'à remercier Mme Annick Chalifou pour cette brillante présentation.
J'aimerais vous rappeler, chers consoeurs et chers confrères, qu'il y aura un suivi, oui, un suivi, parce que Mme Chalifou a tellement de bagages à partager avec vous, elle n'a pas eu le temps de tout épuiser. Donc, je m'arrangerai avec elle peut-être dans 2 semaines, peut-être, pour une autre session, mais on va rester en contact. Alors, n'oubliez pas que j'ai inscrit mes 2 adresses email dans le chat. Prenez le temps de les noter. Vous pouvez m'envoyer vos informations. Comme ça, je vous enverrai non seulement le texte de présentation de Mme Chalifou, y compris d'autres documents qui pourront vous aider dans l'exercice de votre profession de journaliste. Voilà, merci encore une fois d'avoir participé avec moi à cette formation. Donc, cela démontre qu'en dépit de l'insécurité, qu'en dépit des problèmes de déplacement, nous pouvons quand même nous réunir et continuer à apprendre et à partager nos connaissances. Donc, au nom du Bureau des Affaires publiques de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, Madame Chalifou, merci. Merci à tout le monde, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.